je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites. Donc je vais me focaliser sur faire une introduction un peu plus rapide et rappeler quand même le principe des vaccins antitumorales, même si ça a déjà été beaucoup déjà dit, et donner quelques exemples, et puis donner un exemple de ce qu'on essaie de faire à l'Institut Curie. Alors, la première chose, c'est que je voudrais rappeler que le système immunitaire s'est fait pour se défendre contre les agents infectieux dangereux et sans pour autant détruire les tissus. Et ça, c'est pas évident, ça veut dire qu'il y aura des mécanismes régulateurs qui vont empêcher la destruction des tissus sains. Et qu'il faut adapter le type de réponse immune à la nature des tissus et de l'agent pathogène. Et donc, je rappelle que, et ça va être mis à profit dans la vaccination, c'est qu'on doit détecter la destruction tissulaire. On va avoir d'abord une réponse innée qui va détruire le pathogène rapidement. Et si ça ne marche pas, on va avoir mis en place une réponse plus longue et plus spécifique à l'aide d'anticorps ou de cellules. Et ça qui est la réponse anticorps, c'est la vaccination classique contre les agents infectieux. Et la réponse cellulaire, c'est ça qui va être utilisé contre la réponse antitumorale. Alors, un des problèmes qu'on a à faire quand on parle de cancer, ici, c'est une diapositive qui m'a été donnée par mon collègue Xavier Sastre. Vous voyez ici, vous avez un cancer du col, qui est micro-infiltrant, et vous voyez ici, il y a des petits noyaux noirs qui correspondent aux lymphocytes. Et vous voyez que entre le tissu normal qui est ici et la tumeur invasive, la question qui va se poser, c'est comment distinguer, d'un point de vue immunologique, le tissu normal de la tumeur, d'une part, et d'autre part, comment distinguer une tumeur et une plaie en cours de cicatrisation. Parce qu'en fait, le remaniement tissulaire qu'on a ici, avec lymphocytes, ça se voit aussi dans les plaies, il y a aussi des infiltrats, il y a aussi du remodeling du tissu au moment d'une cicatrisation. Alors, effectivement, comment est-ce qu'on reconnaît la tumeur? Eh bien, c'est en reconnaît ce qu'on appelle des antigènes tumoraux qui sont exprimés spécifiquement par la tumeur. Mais on voit on voit tous les degrés entre ce qui ressemble au tissu normal à quelque chose qui est complètement différent, qui sont les antigènes viraux. On a déjà parlé de l'HPV, de BV, mais aussi de HTLV1, comme on vient de le voir. Et donc ça, c'est le domaine des vaccinations préventives qui vont viser le virus, mais qui vont aussi prévenir les tumeurs induites par ces virus, comme on vient de le voir. Puis à côté de ça, il y a toute une série d'antigènes qui sont soit des protéines qui sont surexprimées, par exemple dans le mélanome, tyrosinase ou GP100, ou d'autres oncotestides, dont déjà parlé Hervé tout à l'heure, qui sont exprimés de manière inappropriée. Et puis, il y a des mutations qui sont soit sur des oncogènes, c'est-à-dire les protéines impliquées dans le processus d'oncogénèse, mais aussi sur des mutations ponctuelles, qui s'appellent des mutations passagères, qui ne sont pas impliquées qui sont présentes dans les cellules tumorales, qui sont en partie dans les cellules tumorales qui ont été liées à des carcinogènes chimiques ou ultraviolets, comme dans le mélanome cutané, et qui vont être une source d'antigènes importants aussi. Alors, je rappelle que, en fait, la réponse contre une tumeur, c'est la même chose que la réponse contre un vaccin. Vous avez une tumeur qui se développe, qui a éventuellement ces antigènes dans la tumeur, et puis on a des cellules qui viennent du sang, qui vont dans la tumeur et qui participent au remodelage tissulaire nécessaire à la croissance tumorale. Et il y a en particulier les cellules dendritiques, dont Hervé a montré de très belles photos, qui vont capturer les cellules mortes et les débris cellulaires. Et ça va aussi, le dégât tissulaire dans la tumeur va induire une migration de cellules dans le ganglion drainant la tumeur, le ganglion lymphatique, c'est-à-dire ce qu'on a au niveau du cou ou des aisselles. Et quand vous avez une infection, une angine, vous avez des ganglions qui grossissent parce que vous avez des antigènes qui sont venus par les cellules dendritiques, qui ont été capturés, qui vont présenter ces antigènes sous forme à la surface, qui vont être reconnus par les lymphocytes et qui vont... il y a deux types de lymphocytes, c'est des KC8, dans le ganglion lymphatique, et qui vont proliférer, et qui ensuite vont être recirculés par la lymphe, puis retournés dans le sang, pour finalement retourner vers la tumeur et médier l'activité antitumorale, soit directement, comme les CD8, avec le baiser du tueur, que vous avez vu tout à l'heure, mais aussi en recrutant d'autres cellules qui vont médier les activités antitumorales. Alors en fait, une vaccination thérapeutique, ça revient à faire la même chose, dans une certaine mesure, et où s'agira
stimulus immunitaire pour qu'ils reconnaissent et détruisent les cellules tumorales. Donc il faut qu'il y ait des antigènes à reconnaître, autrement on ne saura pas comment distinguer les cellules tumorales des cellules normales. Et puis il faut que les patients soient atteints de tumeurs, qu'elles soient microscopiques ou macroscopiques. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, souvent les tumeurs primaires sont relativement faciles à traiter. Par contre, la maladie disséminée est plus difficile. Et comme le système immunitaire patrouille dans tout l'organisme, c'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant. Et donc, bien entendu, on parle de vaccination antitumorale thérapeutique, c'est à distinguer des vaccinations préventives. À part les vaccinations antivirales que Odile vous a présentées, il n'y a pas de vaccination préventive antitumorale à l'heure actuelle. Et puis, donc, l'objectif de vacciноthérapie, c'est générer une réponse cellulaire, parce que c'est les lymphocytes T qui sont essentiellement impliqués dans cette réponse, qui soient capables de détruire les cellules tumorales, tout en préservant les tissus sains. Et ça, c'est pas fort. Donc, ça veut dire qu'il faut focaliser pour les antigènes. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir une très forte immunisation pour générer une réponse intense. Et ça, c'est pas facile à faire. Et puis, il faut avoir des cibles spécifiques des tumeurs. Donc là, maintenant, je vais vous donner 3 exemples de travaux en cours, puisqu'on m'a demandé de parler des choses normales. Mais avant ça, je vais vous dire, donc, quand on fait une vaccination thérapeutique, on injecte le vaccin sous la peau ou intraveineux, mais souvent ça va dans le ganglion et ça médie l'activité de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les cellules dendritiques capturent le vaccin, donc l'antigène qui est présent dans le vaccin. L'adjuvant dans le vaccin va permettre d'activer ces cellules dendritiques qui vont aller dans le ganglion, et puis ensuite ça génère des cellules effectrices qui vont aller voir à la fois la tumeur, mais aussi les cellules métastatiques. Donc il faut générer une très forte réponse CD4, mais aussi CD8. Il faut que les lymphocytes T effecteurs doivent atteindre la tumeur ou les métastases, et ça, ce n'est pas forcément facile à obtenir. Il faut que les cellules T soient très activées et qu'il n'y ait pas de mécanisme inhibiteur dans la tumeur, d'où l'association souvent de la vaccination à des inhibiteurs des boucles de régulation négative de la réponse immune. Les lymphocytes T doivent être efficaces, et puis les cellules tumorales doivent être reconnues par les lymphocytes T et sensibles à leur fonction effectrice. Et ça, ce n'est pas non plus facile, puisque la tumeur peut être sélectionnée pour perdre les cibles de reconnaissance, les antigènes de la vaccination. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir dans une vaccination? On va avoir un vecteur qui va permettre de fortes doses d'antigènes et une forte activation de l'immunité innée, donc d'où les adjuvants. Il faut des antigènes qui vont être les cibles de la réponse immune, qui doivent être pertinents, qui doivent, si possible, être exprimés uniquement par les cellules tumorales. Et souvent, ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Il faut qu'ils soient multiples pour éviter justement les mécanismes d'échappement. Et si possible, il faut qu'ils soient impliqués dans l'oncogénèse. Parce que si c'est juste des protéines, qui ne sont pas impliquées dans l'oncogénèse, eh bien, il pourrait y avoir des mutations dans la tumeur qui va leur permettre d'échapper à la réponse immune, et tout en restant tumorale. Et puis, il faut essayer, pour éviter ces mécanismes de résistance de la tumeur, il faut avoir une réponse immune qui soit diversifiée, et qui ne stimule pas des mécanismes de régulation négatifs, d'où l'association des immunomodulateurs. Et puis, une des difficultés, c'est d'avoir des vaccins qui soient faciles à produire en grade clinique, et sur lesquels, alors on verra qu'il y a, dans le développement de la vaccination, ça n'a pas forcément eu beaucoup de développement, parce que ça a été surtout fait par les milieux académiques, moins par l'industrie, parce qu'il y avait probablement moins... C'était plus difficile de faire des choses qui soient brevetables et qui soient utilisables, sur lesquelles on puisse gagner de l'argent. Donc il y a eu aussi des problèmes, disons, de développement logistique sur lesquels on pourrait revenir. Donc quels sont les progrès récents? Bien, actuellement, en gros, on a des essais qui se font avec des peptides longs, plus des adjuvants, plus des monomodulateurs, qui ciblent souvent actuellement soit ce qu'on appelle les oncotestis, dont on vous a déjà parlé, soit les mutations ponctuelles. On peut utiliser l'ADN avec électroporation aux micro-aiguilles. Ça, il y a des gros progrès dans les dernières années sur la méthode de l'ADN qui va coder donc pour les antigènes tumoraux et qui va être adjuvant en lui-même. Il y a différents types de nanoparticules. Là, il y a une imagination des biotechnologistes est infinie. Il y en a toute une série de différents types.
Il y a des vecteurs viraux ou bactériens qui sont en développement. Chaque fois, c'est un virus modifié ou une bactérie modifiée qui code pour les antigènes. Et puis, on a l'ARN encapsulé, dont vous avez déjà parlé, dont Steve va vous parler tout à l'heure. Alors, la nature des cibles vaccinales, c'est des antigènes liés aux mutations ponctuelles de l'ARN tumorale, c'est des antigènes propres à chaque patient, ou des antigènes générés par des manifestations d'expression ou du métabolisme de l'ARN-messager avec des antigènes partagés entre patients. Vous voyez bien ici que si on a des antigènes qui sont liés à des mutations ponctuelles de l'ADN tumoral qui sont propres à chaque patient, ça veut dire qu'il faut un vaccin par patient. Et on verra que c'est dans la deuxième stratégie, si on cible des antigènes partagés, ça fait qu'on peut utiliser un vaccin partagé pour un groupe de patients. Donc c'est quand même plus simple logistiquement. Alors je vais vous donner maintenant 3 exemples. Et donc ici, vous voyez, ici, on part de la tumeur, on extrait l'ADN et l'ARN, on séquence l'ADN, on a des algorithmes qui permettent de trouver les mutations ponctuelles et les antigènes qui sont la cible de la vaccination. Et donc on fabrique le vaccin qui peut être personnalisé, qui peut être peptide, ADN ou ARN, mais au départ, c'est toujours la même démarche. Ensuite, ici, c'est le cas c'est un essai qui a été publié en 2020. Vous avez le mélanome, vous avez des poumons où vous avez des cancers de vessie, on les a séquencés, on a fait le vaccin, mais avant, on a mis un immunomodulateur, ce qui permet d'attendre que le vaccin soit prêt, et ensuite, on immunise avec le vaccin, on fait des rappels, et ensuite, on suit l'évolution du patient, et ensuite, on suit la réponse immune à différents temps pour essayer de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marcherait pas. Alors ça, c'est des résultats qui sont encore qui ont été publiés. Vous voyez que la réponse immune dans les différents 3 groupes de patients avant le traitement, il y a un peu de réponse spontanée, surtout dans les cancers du poumon. En pré-vaccine, c'est-à-dire ici, après l'immunomodulateur, elle n'a pas été vraiment modifiée, mais vous voyez qu'en post-vaccine, on a une réponse immune très importante. Et ce qui est intéressant dans cet essai, c'est qu'on regarde maintenant, c'est qu'on voit que la tumeur diminue dans la plupart des patients, dans les 3 groupes de patients, qui a des réponses qui sont longues, c'est-à-dire ça, c'est la taille tumorale par rapport au départ, elle diminue ici. Bon, il y a quelques patients qui échappent assez rapidement, mais il y a quelques patients qui ont une réponse longue, de longue durée, et importante. Ce patient ici est en rémission complète pendant maintenant 18 mois. Et en fait, c'est compliqué ici d'interpréter le résultat, puisqu'il y a eu un traitement par des immunomodulateurs et un vaccin. Mais il semblerait quand même qu'il y a une relation avec la vaccination, qu'il y a une forte corrélation entre la réponse immune antivaccinale et le type de réponse. Donc ça, c'est le premier exemple. Ici, c'est des peptides assez longs, avec adjuvant. L'autre manière de faire, c'est de vacciner avec de l'ADN, et c'est la même chose. On prend ici, c'est des tumeurs, des triples négatifs, des cancers du sein, comme biopsie. On fait une chirurgie néoadjuvante, on fait une chirurgie, et pendant ce temps-là, on fait une vaccination personnalisée. On fait l'identification, on séquence, on identifie les antigènes, on fabrique le vaccin, et ensuite on fait de la vaccination ADN avec électroporation. Et ici, vous voyez, ici c'est la carte du vaccin. Vous avez ici les différents vaccins qui sont mis les uns à la suite des autres. On peut avoir plusieurs cibles qui sont mises. Donc vous comprenez tout de suite que c'est quand même assez compliqué à fabriquer, mais dans cet essai qui n'est pas encore publié, qui est juste sur ce qu'on appelle des bioarchives, il y aurait un signal d'efficacité clinique avec une meilleure survie des patients par rapport au contrôle. Vous voyez que les patients survivent, donc là, en fait, c'est la progression, c'est l'absence de progression. Le troisième exemple, qui est en cours avec une boîte française, qui est par Transgène et qui est fait aussi à l'Institut Curie, mais aussi aux États-Unis, qui est dans le cancer ORL et de l'ovaire. C'est le même principe, on séquence la tumeur, on séquence, on fabrique le vaccin, et puis ensuite on fait au moment de la récidive précoce ou en situation en randomisée en adjuvant, on fait la vaccination, puis on fait des rappels. Et donc ici, vous voyez, c'est l'état de la situation. Vous voyez qu'on a
deux armes dans les cancers ORL, et vous avez des patients qui ont récidivé en rouge, mais vous avez des patients qui sont encore traités, qui n'ont pas récidivé, et donc là, on ne peut pas encore juger l'efficacité. C'est juste un exemple ici dans le vert, ça a fait une récidive précoce d'une patiente qui a fait une récidive biochimique, on voit l'augmentation d'un marqueur tumoral, elle a été traitée par le vaccin, et ici, elle a régressé, et là aussi des images radiologiques qui montrent que la tumeur a régressé en même temps. Donc on a des signes d'activité. Alors, tout ça, c'est très bien, mais on est obligé de faire des vaccinations personnalisées, c'est-à-dire qu'il faut séquencer la tumeur, fabriquer un vaccin pour chaque patient et choisir les bons antigènes, ce qui n'est pas évident. Et donc et c'est donc ce qui est représenté ici, c'est les mutations ponctuelles qui sont propres à chaque patient, qui sont spécifiques de la tumeur. Avant, il y avait eu beaucoup d'essais avec des antigènes tumoraux conventionnels de différenciation ou oncotestis, dont on vous a parlé, qui sont partagés entre patients, mais qui ne sont pas spécifiques de la tumeur et sur lesquels il peut y avoir des mécanismes de régulation empêchant la réponse immune efficace, qui auraient pu expliquer les échecs. Donc ça, c'est une des possibilités. Et puis, à côté de ça, il y a des épi-antigènes qui sont spécifiques de la tumeur et qui sont partagés entre patients, sur lesquels je vais vous donner un exemple, qui permettrait ensuite de faire des vaccins génériques qui seraient prêts à l'emploi. Et donc, ça permettrait d'avoir la situation suivante. Au lieu d'avoir un vaccin pour chacun des individus, à l'intermédiaire, par exemple, dans les mélaomes UVO, qui sont beaucoup traités à l'Institut Curie, eh bien 25%, ou aux alentours 22% des patients ont une mutation d'un facteur, d'un gène qui est spécifique de la tumeur, exprimé en rouge ici, et avec un seul vaccin, on pourra traiter un groupe de patients entiers. Donc ça permet la diminution de la logistique et du coût de fabrication, ça permet un meilleur suivi des patients et donc faire un immunomonitoring commun et finalement d'améliorer éventuellement les algorithmes de prédiction d'immunogénicité du choix des antigènes et en regardant l'immunité induite par la vaccination sur un groupe de patients. Parce que vous comprenez bien qu'on a un vaccin qui est propre à chaque patient, on a beaucoup de mal à savoir si l'absence de réponse contre un antigène donné est liée au patient ou est liée au mauvais choix de l'antigène. Donc c'est compliqué de faire des progrès. Ou alors ça réclame des dizaines et des dizaines de patients. Et donc, c'est l'exemple que je vous ai donné. Donc, dans le mélano uvéal, il y a une anomalie d'un facteur d'épissage de l'ARN qui est présent aussi dans le sein, le pancréas et quelques mélanomes, et qui sont associés donc à ce qu'on appelle une rétention. Dans l'ARN terminal, il y a une rétention de quelques nucléotides dans l'ARN et qui entraîne soit l'addition de quelques acides aminés qui pourraient être reconnus par le système immunitaire, soit qui entraîne un changement du cadre de lecture qui va permettre une source de néo-antigènes très important pour la réponse. Et donc l'intérêt, c'est que la mutation, elle est que dans les cellules tumorales, et la séquence qu'on voit ici, elle est codée elle est commune à tous les patients. Il y a que juste, c'est la traduction en protéines, donc en antigène, qui est différente, qui est spécifique à la tumeur. Et donc, c'est ce qu'on a pu montrer dans un travail qu'on a publié l'été dernier, que les mutations donc, génèrent bien des néo-antigènes qui sont partagés entre patients, qui sont exprimés par les cellules tumorales, elles sont vues par le système immunitaire des patients dans le sang et la tumeur, et les lymphocytes T spécifiques qu'on a générés peuvent reconnaître et tuer les cellules tumorales. Ce qui va nous conduire à développer un essai de vaccination thérapeutique. Et donc l'idée, c'est de faire la suivante, c'est qu'on va faire un traitement par les immunomodulateurs, et ensuite on va regarder s'il y a une réponse induite par les immunomodulateurs contre ces antigènes. Ensuite, on va vacciner tout en continuant les immunomodulateurs, et on va suivre la réponse chez des patients qui ont des maladies commençant à récidiver. Donc, en conclusion, je crois quand même, il faut bien remarquer qu'en matière de vaccination antitumorale, ou en matière de cancer en général, il faut quand même rester sur les basiques. C'est pas de tabac est le meilleur traitement préventif du cancer, les vaccinations ou des autres carcinogènes chimiques, que la vaccination anti-papillomavirus ou anti-hépatite B aussi doit être généralisée, comme on l'a déjà rappelé. Il y a des grands progrès qui sont en cours concernant de nouvelles méthodes d'immunisation. Je vais vous donner quelques exemples. Il y aura aussi l'exemple de l'ARN dont on va vous parler juste après.
Je pense qu'il y a des problèmes quand même logistiques et pour les vaccinations thérapeutiques personnalisées, même avec l'ARN, si ce n'est simplement pour le choix des antigènes à cibler, parce que nous avons des grandes limites dans les algorithmes de prédiction des cibles antigéniques, et qu'il y a des nouvelles cibles vaccinales qui sont en développement, qui sont les épicibles, qui sont partagées entre patients. Et donc, mais une stratégie alternative, c'est la vaccination endogène, qui est l'association de virus oncolytiques ou d'autres thérapeutiques induisant une liste hémorale, telle chimiothérapie ou radiothérapie, et d'immunomodulateurs, et d'essayer d'optimiser les schémas dans cette situation-là, est aussi une manière de vacciner, d'utiliser le système immunitaire contre les tumeurs. Merci, vraiment, merci beaucoup, Olivier, pour deux choses. Un, tu reviens quand même sur les basiques et tu nous rappelles qu'il ne faut pas fumer. Enfin, tu as raison. Merci de ça n'avait pas été dit jusqu'à maintenant. Voilà. Et tu fais le grand écart parce que tu as la gentillesse de nous montrer des résultats qui ne sont pas publiés. Donc merci beaucoup pour ce grand écart. Voilà, des questions ? Bonjour, merci pour cette présentation. Je cherche à comprendre, pour le cancer du sein, si j'ai tout compris, les vaccinations, comment ça a fonctionné pour le cancer du sein triple négatif. Et on peut s'en réjouir quand on connaît le taux de survie et ce que provoque le cancer du sein triple négatif. Mais du coup, on n'entend pas encore parler de vaccination pour les cancers hormonodépendants. Et il me semble avoir compris qu'il s'agissait ni plus ni moins que 70% des cancers du sein. Donc du coup, je vous pose la question, où ça en est. Et voilà, parce que pour certaines patientes qui sont dans la maladie chronique, malheureusement, il y a une forte attente, et aussi pour le cancer hormonodépendant. Alors, d'abord, je vais préciser, je ne suis pas oncologue, je suis immunologiste, donc il faut faire très attention dans la manière dont je vais répondre et apprendre avec beaucoup de précautions. Alain Fourquet pourrait répondre mieux que moi sur certains aspects de votre question. D'abord, les cancers du sein primaires, les petites tumeurs ou sans envahissement gueulaire ne sont pas, même les triples négatifs, ne sont pas de pronostic catastrophique. Donc, il n'y a que quand la maladie est plus importante qu'il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est la première chose. Que le cancer du sein ne signifie pas pronostic, etc. C'est pas en soi, c'est plus compliqué que ça. La deuxième chose, c'est que dans les cancers triple négatifs, qui sont effectivement, quand ils sont avancés, de plus mauvais pronostics, la vaccination, il y a des essais qui sont en cours, mais pour l'instant, on n'a pas encore les résultats de savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a des vaccinations personnalisées, il y a des vaccinations, là, comme j'ai montré, à ADN, ou à ADN, je crois, ou à peptides, sur les antigènes. Bon, pour les cancers hormonaux, qui sont quand même de meilleurs pronostics, il y a un problème de développement, c'est-à-dire quand vous avez des maladies qui évoluent sur très longtemps, pour valider une thérapeutique, si vous avez quelque chose, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc on commence par valider, par faire des essais thérapeutiques, qu'on peut analyser les résultats en quelques années, et qu'il ne faut pas attendre 15 ans avant de comprendre ce qui se passe. Et on appliquera ensuite les données qu'on aura acquises sur des maladies évoluant plus rapidement, on les appliquera à des maladies évoluant plus lentement. Pour des raisons de faisabilité logistique. Pour des investigateurs, que ce soit académiques ou industriels, s'il faut attendre 15 ans pour avoir le résultat d'un essai clinique, ça pose quelques problèmes de développement. Les investisseurs, ils n'attendent pas en général. Non, mais la vaccination endogène. Donc, la vaccination endogène, l'idée est la suivante. C'est que si on tue les cellules tumorales et qu'on arrive à... Donc, quand les cellules meurent, normalement dans l'organisme, même s'ils sont un peu anormales, non tumorales, quand on a une plaie par exemple, ou quand on a une brûlure, il n'y a pas de réponse immune importante. Donc ça veut dire qu'il y a des mécanismes de régulation qui empêchent la réponse. Et par bien des côtés, une tumeur et un tissu normal, c'est très voisin pour le système immunitaire. Donc, supposons que dans une tumeur, il y a des antigènes et qu'on arrive à inhiber ces mécanismes de régulation contre la réponse, qui empêchent la réponse immune. Si on induit une liste tumorale, on va avoir ces antigènes qui vont être relargués, qui vont être captés par les cellules dendritiques, là, qui vont les emmener dans le ganglion.
Et à ce moment-là, elles vont pouvoir simuler une réponse immunitaire. Et donc, on n'a plus ici, l'intérêt de cette stratégie, c'est qu'elle est applicable à tous les patients. On n'a pas à connaître les antigènes, on a juste à arriver à générer plus d'antigènes, empêcher qu'ils soient dégradés et à stimuler le système immunitaire au moment où, dans les bonnes conditions. Et ça, on ne sait pas faire actuellement. Mais c'est une manière de voir les choses qui serait probablement plus simple. Mais pour l'instant, on ne connaît pas les règles du jeu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le système immunitaire et c'est ça qui nous empêche de le manipuler bien. Voilà. Bonjour docteur et merci pour votre présentation. J'ai une question à savoir. Tous les patients sont uniques. Comment le corps médical détermine que tel patient doit avoir un vaccin personnalisé ou commun avec d'autres patients? Alors, pour l'instant, il faut être clair, les vaccins thérapeutiques antitumoraux sont dans le domaine de l'essai clinique. Donc, on le fait sur des pathologies données et il y a des vaccins ciblant des antigènes communs, d'autres antigènes qui sont personnalisés. C'est une affaire de pathologie, d'opportunité. Et pour l'instant, on ne choisit pas, un patient, on n'oriente pas un patient vers tel ou tel essai de vaccination en fonction des caractéristiques. Si vous êtes traité dans tel centre et qu'il y a un essai de vaccination ouvert dans le triple nec, vous avez une tumeur triple nec et qu'on vous proposera cette vaccination. Si vous êtes dans un autre centre, on vous proposera un autre essai, parce que l'essai n'est pas ouvert. Je pense que c'est plus un problème d'opportunité actuelle. On n'est pas capable de déterminer quel patient. C'est un des enjeux des 20 prochaines années, c'est quelle immunothérapie, pour quelle tumeur, pour quel patient, à quel stade de sa maladie. Ça, c'est le grand enjeu qui est très peu fait par l'industrie, puisque l'industrie, elle a envie de donner ces médicaments au maximum de gens. Essayer de trouver le sous-groupe de patients qui en bénéficiera le mieux, ce n'est pas son problème. Comme il y a une industrie formidable sur les séquençages de l'ADN et de l'ARN, ça va aller. Enfin, je compte sur les capacités de la génétique à séquencer et identifier les antigènes spécifiques. Pour les antigènes, oui, mais pour la rencontre entre la tumeur, les antigènes et le génomique et les caractéristiques immunologiques ou l'histoire immunologique du patient, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est à l'académique de le faire. L'industrie ne le fera jamais. Moi, j'avais une question, bonjour, sur les effets secondaires. Est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires? Est-ce que c'est plus confortable pour le patient que certaines autres thérapies? Alors, la vaccination, en théorie, ça a moins d'effets secondaires que la chimiothérapie ou les oncolytiques. Bien. Le problème, c'est que, pour l'instant, ça ne marche pas bien. Et ça ne marche pas bien parce qu'il y a des mécanismes de régulation négatifs. Parce que, comme je l'ai dit, rien ne ressemble plus à une tumeur qu'un tissu normal. Donc, comment on distingue si on enlève les... Donc, c'est ce qui se passe avec les immunomodulateurs qui bloquent les mécanismes de régulation négatifs qui inhibent le système immunitaire, qui empêchent l'auto-immunité. Et il y a des effets secondaires d'auto-immunité quand on utilise des immunomodulateurs. Alors on apprend, on commence à mieux savoir les utiliser, donc on a moins de problèmes, mais il y a quand même, c'est pas anodin. Et comme on pense que pour avoir une bonne vaccination, il faudra associer des immunomodulateurs, on aura de toute façon les complications des immunomodulateurs. Si on choisit des antigènes qui sont présents que sur la tumeur, on n'aura pas la réponse vaccinale anti-soi. On n'aura que la vaccination antitumorale. Mais comme on sera obligé d'associer l'immunomodulateurs, on aura un peu de complications. Par contre, il y a encore des essais de vaccination qui ciblent des cibles de différenciation, c'est-à-dire des cibles qui sont à la fois sur la cellule tumorale et sur le tissu normal. Et là, on a un petit peu des problèmes de tolérance qu'on arrive à manager. Alors, je ne vais pas citer, dans les mélanomes UVO, il y a un anticorps qui vient d'être mis sur le marché qui n'est pas qui fait une sorte de pont entre la tumeur et les cellules T, dont je vous ai parlé. Eh bien, ça reconnaît aussi les cellules normales et il y a des problèmes de tolérance. Mais le bénéfice est plus important que le risque chez ces patients très graves. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Dans vos études, avez-vous pu identifier d'autres facteurs prédictifs d'une meilleure réponse à la vaccination en plus des mutations? Alors, les mutations, ce n'est pas des facteurs prédictifs, c'est les cibles de la vaccination.
pour l'instant, on n'a pas, comme il y a peu encore des séries, le nombre de patients traités est faible et le nombre de résultats positifs est faible, pour faire une corrélation entre des facteurs prédictifs de réponse et, du moins prédictifs avant la vaccination et la réponse clinique, il faudrait avoir beaucoup plus d'effectifs, donc c'est beaucoup trop précoce. C'est trop tôt. Merci beaucoup. Question, si je peux. Oui, allez-y. Merci beaucoup, docteur. Vous avez montré dans les exemples de vaccination avec les différents vecteurs, vous avez parlé d'un vecteur viral dans le cas de cancer ovarien. Je voudrais poser 3 questions. Est-ce que c'est une technique expérimentale pour l'instant, quand vous avez parlé des études? Oui, c'est une étude expérimentale. C'est pour ne pas le cacher, c'est un vecteur dérivé de la vaccine qui a été modifié et qui a été utilisé dans beaucoup d'essais et qui est donc sur la sécurité duquel on a un très bon recul, parce qu'en fait, c'est dérivé de la vaccine elle-même. Et simplement, c'est la nature des antigènes qui est modifiée, qui est adaptée à chaque patient. Dans quel cas du cancer ovarien vous faites cette expérience? Là, c'est des cancers ovariens qui sont... avec ou sans mutation BRCA1 ou 2? Je ne crois pas que ce soit un critère de choix. C'est des patients qui n'ont plus de maladie perceptible, mais qui sont en risque de rechute, et donc on les traite au moment où ils ont une rechute biochimique. Qui sont passés par plusieurs... qui n'ont pas de maladie, oui, ça peut être un peu après plusieurs lignes, oui. L'essai est ouvert à l'Institut Curie. Ok, merci. Alors moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu peux faire, articuler vaccination et CAR-T-cell pour éclairer, parce qu'on a... Hervé, tu as parlé de CAR-T-cell, on en parle beaucoup, qui est une autre approche de l'immunothérapie. C'est un grand volet, mais ça s'en rapproche. En cours, non mais en simple, mais juste pour éclairer notre public. Alors, donc c'est un peu compliqué de faire sans schéma, mais en gros, les CAR-T-cells, ça consiste, il faut qu'il y ait une cible à la surface des cellules tumorales qui soit reconnaissable par un anticorps. Donc, cet anticorps, en fait, on le met dans un vecteur, viral qui va infecter les cellules T du patient. Donc ça, on prend les cellules du patient, on les sort, on les cultive in vitro, on les infecte par ce virus, on leur fait exprimer un anticorps qui va rediriger leur activité contre la cellule tumorale. C'est-à-dire que la cellule, donc c'est un mélange de thérapie cellulaire et de thérapie génique in vitro. Donc vous comprenez que la logistique est un petit peu lourde, et ça marche très bien dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, et même maintenant aussi dans les lymphomes, donc dans les cellules B, dans des maladies hématologiques, essentiellement. Et c'est un des grands progrès, puisqu'on a des patients on a au moins 50% de vraiment longues réponses sur des patients qui étaient vraiment au-delà de toute ressource thérapeutique. Les grands essais à l'heure actuelle, c'est de l'appliquer aux tumeurs solides, et pour l'instant, il n'y a pas encore de résultats, parce que, en particulier, on manque de cibles spécifiques de la cellule tumorale qui soient exprimées à la membrane. Là, ce que je vous ai montré dans les réponses T, j'avais une diapositive, mais que je ne vous ai pas montré, c'est que ce qui est reconnu, c'est une protéine, l'antigène, il est à l'intérieur de la cellule, il est dégradé à l'intérieur de la cellule, et il est représenté à la surface de la cellule pour être reconnu par les lymphocytes T CD8. Donc, mais pour l'écarter, il faut que la protéine elle-même soit à la surface de la cellule et qu'elle ne soit pas exprimée sur les cellules normales. Alors, il y a des essais, par exemple, avec la mésothéline ou avec HR2, qui sont exprimés à la surface, mais c'est des essais qui sont en cours, et à ma connaissance, on n'a pas les résultats de ces essais pour les tumeurs solides. Merci beaucoup. Patrice? La méthode est un Israélien. Nous étions ensemble, postdoc tous les deux, et un jour il me dit: Patrice, j'ai une idée géniale. Je vais prendre les anticorps des cellules B, je vais les mettre dans les cellules T, et ça va tout tuer. Il est rentré chez lui, il a fait une boîte de biotech, il est devenu milliardaire. Et ça marche bien, comme tu l'as dit, sur un. Et
comme quoi les idées naissent vraiment comme ça. Merci. Bien, je propose maintenant... Merci beaucoup Olivier. Et donc...